Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Brian, comment vas-tu? Je vais bien. Toi, comment vas-tu, Chris? Nickel, nickel. Je suis toujours content d'avoir ce petit rendez-vous avec toi. Je vais pas dire ce petit, puisqu'on en a plusieurs par semaine, mais celui du mardi fait toujours plaisir pour analyser le main event qui arrive, celui de l'UFC. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du meilleur Raphaël de la promotion, Raphaël Fiziev, et le combattant le plus impoli du roster en Mateusz Gamrot. Je te vois froncer les sourcils, tu connais pas l'anecdote? Non? Oh là, bon, bah, tout le monde sera au courant. Donc, en gros, tu te rappelles, j'étais avec Donovan au KSW pour son Ah, combat c'est contre Arthur Sowinski. ah, c'est une vraie Euh, anecdote. ouais, c'est une vraie Ah, je anecdote. croyais que c'était Donc, encore une j'étais. blague, un jeu de mots. J'étais en train de chercher Gamrot, machin. Non, non, et donc, bon, c'était un combat un peu chaud. Donovan prend un gros knockdown dans le premier round. Il survit, et dans le deuxième, il gagne par soumission. Et donc, comme Gamrot était dans le coin de Sowinski après le combat, bah, tu vas serrer les mains au coach adverse et tout ça, quoi. Et donc, j'ai serré les mains au coach adverse et le Gamrot à la tête. Le Gamrot. Ok. Allez, générique le temps que tu rigoles. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Merci à Unibet pour cette collaboration. Avec le lien en description, vous avez jusqu'à 100 euros de free bet. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous uniquement pour jouer de manière récréative et responsable. Uniquement si vous avez 18 ans ou plus. Le but du pari, c'est de s'amuser et de se pousser à se renseigner un peu plus sur le sport pour en devenir encore plus fan. Tant qu'on est sur unibet.fr, Raphaël Fiziev est donné favori à 1,62. Mateusz Gamrot est underdog à 2,20. J'ai l'impression que ça a bougé depuis hier et que l'écart s'est creusé. On est sur un 60-40 grosso modo. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Brian? Oui, moi, c'est ce que j'avais noté avant de regarder les cotes. J'étais plutôt sur un 60-40. Parce que c'est un synchrone. Parce que c'est un 5 round. Et bah, justement, je C'est un vais synchrone, on est avancer. d'accord, hein? Ouais, c'est un 5 Ouais. round. Si ça avait été sur 3 rounds, tu aurais trouvé ça plus serré Non. ou moins serré? Moins serré. J'aurais mis plutôt un 65-35 même. Donc, c'est ça. Donc, le fait que ce soit en 5 rounds, ça désavantage un tout petit peu Raphaël Fiziev dans ta vision. Ça a des avantages, ouais. J'ai l'impression que dans la dynamique de combat, ça pourrait le désavantager, ouais. Ouais, ouais. Mais il y a pas mal Mais, d'inconnus quand même, hein. ça va être une discussion assez intéressante parce que je suis assez Toi? d'accord là-dessus. J'avais pas pensé à réfléchir en 5 rounds, 3 rounds, mais c'est clair que dans la partie game plan, j'ai un Gamrot qui devra. Bon, maintenant que chaque fois que j'ai Gamrot, je repense à cette bête blague. Je vais l'appeler Mathéus. J'ai un Mathéus qui a besoin de s'installer sur la durée. Moi, j'étais sur un 65-35 et je me rétablis sur un peu moins que 60-40, donc plutôt un 58-42 pour Fiziev. Parce que j'ai reçu un message sur Instagram que je vais lire peut-être un tout petit peu plus tard, parce que le temps que je le cherche, ça va être relou pour tout le monde. Ah ben non, je l'ai. Voilà, donc j'ai le lire maintenant. Bonjour Chris, donc ça vient de Casper Aber, comme ça je crédite. Bonjour Chris, j'espère que tu es en forme. Merci pour tout le contenu et on va pas se jeter des fleurs. Voilà. Je me permets de te donner une petite info en vue de l'analyse du combat Fiziev contre Gamrot. Étant polonais, j'ai écouté plusieurs de ses interviews d'après-combat contre Turner et il a précisé que c'était un short notice de 10 jours. Il n'y avait aucun rythme dans son camp d'entraînement. Il a eu des problèmes de visa et il a dû se rendre au Canada à 48 heures du fight pour finaliser les démarches. Il n'a donc pas arrêté de faire des allers-retours en avion pour régulariser cela. Et ils n'ont pas analysé l'adversaire. Ils ont regardé qu'un seul combat de Turner, alors que d'habitude, ils analysent de manière plus poussée. Alors bon, on peut se dire que c'est... voilà.
que sont des excuses, mais là, ça me paraît. Voilà, je pense que faire des allers-retours à quelques jours de ton combat en avion, c'est pas top. Et à noter aussi, un de ses sparring partners, pardon, Mankowski, qui est aussi au KSW, Mhm. s'est longtemps entraîné aux côtés de Fiziev en Thaïlande. Ça peut toujours être pas mal d'avoir dans ton camp d'entraînement quelqu'un qui s'est entraîné de manière étendue avec Mhm. ton prochain adversaire. Donc voilà, pour ce petit truc, je me suis dit, tiens, je vais un peu rapprocher parce que, euh, tu vois, on est aussi fort que notre dernier combat. Et j'ai trouvé Mateusz Gamrot très brouillon et peu précis contre Turner. Mais en fait, quand tu regardes les combats précédents de Gamrot, je le trouvais bah, plus impressionnant. Et donc, je vais plus me baser sur son avant-dernier combat et antépénultième combat que son dernier combat pour cette analyse. Mhm. Moi, j'ai très peu regardé le dernier. Enfin, j'ai regardé rapidement le dernier combat, donc c'est pas là-dessus que je m'appuie pour mon 60-40. Et encore une fois, on rappelle qu'un 60-40, c'est pas un manque de respect ni pour l'un ni pour l'autre. C'est 60%, on peut voir un scénario qui va à l'avantage de Fiziev, 40% un scénario qui va à l'avantage de Gamrot, parce que je pense que, enfin, on pense tous les deux qu'ils ont les armes de gagner ce combat-là. Et s'il y en a un des deux qui n'avait pas les armes, bah, on regarderait pas le combat parce qu'on connaîtrait déjà le résultat par avance. Ouais, c'est ça. Et en fait, on part jamais dans des 100-0, même quand tu as un Strickland Adesanya, on était sur du 85-15, je pense. Ça veut dire que tu vois, enfin, on voyait que Strickland avait des armes pour battre Ouais, Adesanya. on les a C'est juste que définis c'était peu d'ailleurs, hein. probable selon nous. On Mais on les a s'est trouvé dans définis, une ouais. réalité où on était dans ces 15%-là. Bah, le Ouais. 15%, au final, quand on y réfléchit, c'est un Adesanya qui vient sans game plan, pas très bien préparé, et à l'inverse, un Strickland qui habituellement vient avec son style à lui, qui vient bien préparé et avec un vrai game plan, quoi. Mhm. Mm. Et c'est un peu Et là-dessus ça, qu'on s'est ah, retrouvé. ces 15%-là, bah, ils y sont, quoi, hein. Voilà, c'est comme Clair. ça. Mm. Alors, comme d'habitude, je vais passer en revue les palmarès des deux combattants, comme ça tout le monde peut un peu se remettre dans le bain de qui est l'un, qui est l'autre. Il y a tellement de combats pour le moment que de temps en temps, tu es là en train de faire le rapport des 5 derniers combats de chaque combattant et tu fais ah, j'ai complètement oublié celui-là. Mm. Raphaël Fiziev, 12 victoires, 2 défaites. Sur les 12 victoires, 8 par KO, 1 par soumission, 3 à la décision. Ce sera son 9e combat à l'UFC. Il a un palmarès de 6 victoires pour 2 défaites à l'UFC. Et si je prends l'échantillon, je vais prendre les 6 derniers combats ici. Il y a sa victoire à la décision unanime contre Diakiez, Fight of the Night. Ensuite, son superbe KO sur Renato Moicano. Très très belle combinaison. Ensuite, un combat dont on va probablement fort parler, justement par rapport au cardio de Fiziev, c'est sa victoire contre Bobby Green avec un 3e round assez compliqué pour lui. Ensuite, il y a cette très belle victoire contre Brad Riddell avec le spinning wheel kick à la moitié du 3e round. Sa victoire contre Rafael Dos Anjos. Rafael Dos Anjos, c'est pas Dos Anjos, on m'avait déjà fait la réflexion. Pour définir qui était le meilleur Rafael de l'UFC. Il le gagne au début du 5e round avec un très beau KO dans un combat où le 4e round justement commençait à dériver pour l'autre Raphaël. Et son dernier combat, c'est une défaite à la décision majoritaire contre Justin Gaethje. Sur un Du 3x5, ce qui ouais, sur un 3x5. ça me donne encore un goût amer, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai, c'est vrai. Encore une fois, ça revient à la discussion qu'on a eue dimanche. Il faut vraiment qu'il y ait plus de co-main event en 5 rounds. Ça, c'est nécessaire. Je trouve qu'un Raphaël Fiziev contre un Justin Gaethje, c'était co-main event de l'événement, je dis pas de bêtises. Mm. C'était co-main event de Edwards Ousmane 3, j'ai quand même allé vérifier. Il me semble que oui. Ah, il faut que ce soit du 3 rounds, ça. Ouais, c'était le co-main event. Et il faut que ce soit du 5 rounds. Bref, Mateusz Gamrot, 22 victoires, 2 défaites. Sur les 22 victoires, on en comptabilise 7 par KO, 5 par soumission, 10 à la décision. Ces 2 défaites sont à la décision, important de le notifier. Il avait 13 victoires pour 0 défaite au KSW. Il est rentré comme champ à l'UFC. À l'UFC, il a 5 victoires pour 2 défaites. Et si je prends ses 5 derniers combats, victoire expéditive par Kimura contre Jeremy Stephens, avec une low single avant ça, très intéressant aussi à souligner. Ensuite, il soumet sur des frappes CDF. Ensuite, il y a son Fight of the Night contre Arman Tsarukyan, qu'il gagne à la décision unanime, quand même très compétitif comme combat. Ensuite, il perd à la décision contre Benil Dariush, de nouveau en 3 rounds.
Et puis il y a sa victoire à la décision partagée dans son dernier combat contre Jalin Turner. Voilà. Très Maintenant compétitif aussi, hein, contre Darius. Hein. contre Darius compétitif et contre Turner également. Hein. Je pense que certains pouvaient donner un argument Ouais, je suis entièrement d'accord. pour le 29-28 pour Turner parce que c'était vraiment impact contre. Contrôle, hein. C'est les fins de round qui le sauvent. Dans le Ouais, deuxième et dans le troisième, c'est vraiment la fin du exactement. round qui le sauve. En termes de force et faiblesse, on peut établir les profils sportifs. Commençons par, disons, Raphaël Fiziev. Comment tu décris ce bulldozer? Alors c'est un profil qui est assez, en termes de morphotype, assez particulier vis-à-vis de son style, parce que c'est un gars qui a développé un style de Muay Thai pour le MMA. Je définirais vraiment plutôt comme ça, Muay Thai pour MMA avec une très bonne boxe anglaise, euh, qui paraît un peu moins visible en soi, mais il a un très bon jeu de jambes. Euh, ouais, j'aime beaucoup comment il travaille. C'est un droitier, mais qui n'hésite pas à changer de garde, donc il va ce qu'on appelle le switch stance. Il n'a pas été réellement testé par des lutteurs, j'ai l'impression. Mais en tout cas, le peu qu'il y a eu à défendre, il l'a fait relativement bien. Mais pour l'instant, il n'a pas encore rencontré de calibre de ce niveau-là, quoi, tu vois. Hein. Hmm. Ni sur son grappling. On l'a vu pouvoir mettre au sol sur certains combats. Donc il est capable aussi de descendre dans les jambes, mais ça va être plutôt par opportunisme. Et ça reste intéressant. Donc il a l'opportunité de mettre au sol, de prendre un body lock, il le prend et il exploite cette position. Il cherche pas à se relever directement. Donc il n'a pas peur non plus de. Ça montre sa confiance dans les positions au-dessus au sol, quoi. Euh, voilà pour le définir. Je pense que c'est quelqu'un d'assez spectaculaire. Je pense qu'il a un bon cardio. Je pense que c'est un gars qui a fait enfin voilà, qui est préparé de manière très spécifique en MMA, qui doit faire beaucoup de tatami et donc qui a une bonne compréhension du jeu, qui va avoir un bon jeu de feinte, un bon système défensif. On l'avait vu même placer du Philly Shell. Je pense qu'il sera difficile à mettre au sol aussi parce qu'il a une position relativement haute. Il est assez court sur pattes entre guillemets quoi, des jambes fortes de kicker. Euh, donc tout ce qui va être, bon, on en reparlera, mais voilà, je pense que ça risque d'être compliqué à le mettre au sol. Je suis entièrement d'accord. Mais d'ailleurs, moi j'avais préparé quelques statistiques d'un côté comme de l'autre. Du côté de Fiziev, on a 90% de réussite de takedown defense. Les 3 fois où il s'est fait mettre au sol à l'UFC, c'est une fois contre Brad Riddell avec. Ouais, il a cette tendance à tourner le dos dans certaines défenses, mais après c'est très difficile d'aller chercher un contrôle. Et tu vois d'ailleurs, bon, Brad Riddell Mm. c'est pas un grappleur, mais il préfère reprendre sa distance que rester dans la position de grappling. Et 2 fois Rafael dos Anjos qui le met au sol. Une fois il n'y a pas de contrôle derrière, et la deuxième fois c'est à la fin du 4e round où il y a un contrôle derrière, mais il n'y a aucun dégât Mm. physique, et ça se relève tout à la fin du round. Par contre, quand ça se relève, on a un petit Fiziev qui a un petit manque de lucidité. Ça permet à Rafael dos Anjos de placer un très beau coup de coude en sortie de phase de grappling. Mais pour le reste, effectivement, très compliqué à mettre au sol. Et une fois que tu le mets au sol, en plus, c'est compliqué de le contrôler. Et si tu arrives à le contrôler, c'est compliqué de prendre des positions qui te permettent de réellement avancer, menacer une soumission ou frapper. Donc là, il y avait statistiques intéressantes et intéressantes à analyser aussi. C'est pas juste une stat, c'est vraiment quelque chose qui reflète son jeu. On l'a vu, pour le mettre au sol, faut vraiment y aller. Ah, attends, j'ai une bêtise. Justin Gaethje l'a mis au sol aussi. Ouais, effectivement. Il s'est fait mettre au sol 4 fois à l'UFC. Justin Gaethje en toute fin de combat. Il y a une mise au sol opportuniste sur une guerre qui part un peu en mode Holloway contre la masse tout à la fin, et puis Justin Gaethje qui plonge et qui le claque au sol. Mais là, tu te dis aussi, c'est peut-être parce que c'est la toute fin du combat, et il y a du laisser aller entre guillemets.
J'ai il y a rien un à autre. ajouter à part un point, juste avant. Vas-y, Donc, vas-y. le Ouais. seul point que je rajoute sur Gamrot, sur Fiziev, pardon, c'est sa capacité à travailler en combinaison. C'est quelque chose en Mm. MMA où, voilà, en MMA, c'est beaucoup des single attaques, on va pas se mentir debout. Et lui, il a vraiment une compétence à construire ces combinaisons. Elles font sens, elles sont puissantes. C'est vraiment le style Muay Thai, limite le mix entre Muay Thai et Dutch kickboxing, où tu vois, ça appuie dans chacune des frappes. C'est bien sec. Ce qu'il a mis sur, comment il s'appelle, Moicano, c'est absolument incroyable. Il varie bien les niveaux dans ses combinaisons. Donc voilà, c'est très bien construit à ce niveau-là. Ouais, et le petit point que j'ai oublié, c'est je trouve qu'il cadre très bien aussi. Cadre très bien. Et comme tu l'as dit là sur ces combinaisons, dans ces changements de garde sont vraiment là pour pouvoir créer les combinaisons qu'il a envie, trouver les angles d'attaque. Et je pense que le cadrage, je pense que aussi la gestion dans l'espace, c'est un de ses gros points forts Et ça va être intéressant d'en discuter dans ce combat-ci dans contre ce combat, Gamrot, tout je à fait. pense. Mm, Et mm, on peut rajouter d'ailleurs son switch middle quand il est droitier et qu'il va placer un switch middle gauche. Ça peut l'aider aussi à bien cadrer ses adversaires. Je trouve que bon, c'est jamais aussi rapide que Edson Barboza, mais sur l'échelle de Barboza, il se situe assez haut dans la vitesse d'exécution de mm, ses, mm. de ses switch middle. Euh, Passons à Gamrot. Je pense qu'on a établi un beau profil là pour notre ami Fiziev. Qu'est-ce que tu as relevé comme force et faiblesse chez notre ami polonais? Alors, chez Gamrot, pour le présenter en quelques mots, je dirais que c'est un lutteur grappleur et avec des termes un petit peu plus précis, enfin précis, une sorte de shoot boxer comme ça. Un gars qui va boxer, qui va shooter pour mettre au sol. Dès qu'il est au sol, il a vraiment par contre une attitude de grappleur à chercher à passer la garde et faire évoluer ses positions. Il a déjà il a une grosse expérience hein, sur le circuit du grappling en Europe. Il a montré enfin voilà ses qualités. Voilà comment je le définirais. C'est un lutteur quand je parle de shoot qui va shooter, il shoot beaucoup à l'ouvert. J'ai l'impression que naturellement il est plutôt gaucher, mais de la même manière, il va être capable de switcher. Et de la même manière que Fiziev, il va changer de garde pour des combinaisons bien précises ou pour des entrées en lutte bien précises. Euh, dans dans ces mois, par contre, moi je trouve qu'il a pas forcément un excellent contrôle au sol. Euh, il perd quand même beaucoup ses positions. Il est très très endurant par contre, hein, sur le plan positif, très endurant, mais au sol, je trouve qu'il a du mal à tenir ses positions, que sa recherche constante d'évolution dans ses positions lui fait perdre des positions, tout simplement. Et je le vois pas de lutte à la cage. En tout cas, je la trouve pas. Il y a pas de schéma tactique en lutte à la cage. Voilà, voilà Hmm. comment je définirais. Gros cardio, gros mental. Voilà, faut pas oublier que c'est un mec qui a uniquement 2 défaites sur 24 combats et, et qu'il est vraiment Ouais, et quelle très défaite très en bon. plus, hein. C'est Voilà. Splits contre Gouram et décision contre Benil Dariush avec un premier round qui était extrêmement compétitif, hein. C'est au Ouais. moment où c'est Benil Dariush qui a dû faire les plus gros ajustements pour aller chercher cette victoire et des ajustements très, très intelligents d'ailleurs de la part Et de peut-être qu'il a Benil eu un peu Dariush. plus d'opposition hein, que Fiziev quand même. Hein. Quand on y Oui, réfléchit. ouais, Donc ouais. voilà, il va falloir prendre un peu avec des pincettes notre analyse, les 60-40, c'est toujours pareil. Quand on voit un combattant qui claque des KO sur des gars qui sont un peu moins compétitifs et que l'autre gagne dans des décisions très serrées parce que l'opposition est réelle, eh ben, ça peut un peu jouer aussi sur notre vision des choses. Hein.
C'est clair et comme tu l'as dit en fait, hein, Raphaël Fiziev, il a fait face à pas mal de gens qui voulaient le mettre au sol, mais il n'a pas fait face à beaucoup de gens qui ont les compétences de Mateusz Gamrot en termes de lutte offensive. Mm. Je pense que Raphaël dos Anjos, c'est quelqu'un qui a une bonne lutte offensive, mais c'est pas dans le même style que Gamrot du tout, et c'est pas au niveau de Mateusz Gamrot, certainement pas à l'ouvert. D'ailleurs, Mais, on l'a vu, Fiziev défendait facilement à l'ouvert, c'est plus en chain wrestling que mais Raphaël est-ce dos Anjos ouais. a trouvé ses ouvertures. Mais est-ce que RDA était vraiment venu pour le mettre au sol, tu vois? Parce que si tu regardes sur tous ces combats, bon, Alex White, on n'en parle pas, mais Diakiez, il était là pour striker, Moicano aussi, Bobby Green aussi, Brad Riddell. Moi, je pensais qu'il aurait lutté, il est venu pour striker. Il y a peut-être RDA, il est venu avec sa première intention de grappler ou Bah, il y a quand même tu vois 16 comment? tentatives d'amener au sol, donc j'ai Ouais, tendance à dire que oui. mais c ça Et d'ailleurs, la statistique que j'ai notée chez Mateusz Gamrot, euh, il réussit que, et je vais mettre des guillemets avec ça pour ceux qui mmh, nous écoutent et qui ne nous regardent pas, il ne réussit que 31% de ses tentatives d'amener au sol. mmh, Mais par contre, il en réussit 4,54 toutes les 15 minutes. ouais, Ce qui signifie que si tu fais 4,54 fois 3, il tente une amenée au sol par minute en moyenne dans un mmh, combat. Donc il ouais, est c'est ultra proactif dans la recherche d'amener au sol et je pense qu'il est lui-même conscient que chaque amenée ne va pas réussir. C'est vraiment mmh, quelque chose mmh, qu'il mmh, mmh, utilise pour varier son jeu, ce qui va lui permettre a posteriori de mieux construire son jeu debout et mieux cacher par la suite ses amenées au sol. Et je pense que plus le combat avance, plus sa lutte est dangereuse parce que justement, plus son adversaire est en train de se demander qu'est-ce qui arrive. Est-ce qu'il vient pour striker? Est-ce qu'il vient pour lutter? Est-ce qu'il vient pour feinter du striking pour me lutter? Est-ce qu'il vient pour feinter de la lutte pour me striker? Et ça devient un bordel dans la réflexion défensive et c'est là où son jeu se développe de mieux en mieux. Donc ça, je pense que c'était assez important à, à souligner. Et je pense que, oui, la dernière réflexion que je me faisais par rapport à Gamrot, parce que tu l'as dit, il perd pas mal les positions. Euh, je trouve que contre Jalen Turner, il avait justement plus une envie de garder les positions. Tu vois, tu le voyais mettre au sol et puis il était en mode je contrôle la hanche, j'essaie de contrôler une jambe pour pas qu'il puisse prendre mmh, appui au sol avec ses deux jambes. Donc il avait contrôle d'une jambe pour que un des deux pieds ne touche pas le sol, contrôle de la hanche pour pas que le gars puisse changer d'angle et pression de tête pour vraiment essayer de bien le contrôler. Et il laissait passer quelques secondes avant de transiter vers une autre position. Alors que dans ses autres combats, j'ai cette impression que Gamrot, il aime bien initier la lutte pour créer du mouvement et c'est dans le mouvement qu'il va aller chercher une position plus intéressante. Il est très fort pour créer un scramble et profiter de ce scramble pour avancer de position. Mais forcément, comme il a affronté des très très bons grappleurs, bah, de temps en temps, ça se retournait contre lui parce que bah, il initiait, il laissait une porte ouverte et le gars prenait la porte ouverte et il n'arrivait pas à anticiper, à rattraper une meilleure position. Alors que quand il fait face à des combattants peut-être un peu moins techniques, voilà, il shootait, il laissait une porte ouverte, il savait que le gars allait par exemple se retourner pour prendre la porte ouverte et c'est là où il allait prendre le dos. Donc ça c'est aussi intéressant, on va voir si contre Fiziev il prend plus cette option de ok si j'arrive à le mettre au sol, d'abord je stabilise et puis j'avance ou bien justement je laisse des portes ouvertes pour créer un scramble et profiter du scramble pour encore améliorer ma position, quitte à prendre un risque et à perdre complètement cette dynamique de grappling. ouais, ouais. Donc, les game plans maintenant. Comment est-ce que leurs forces et leurs faiblesses se mélangent? Bon, de prime abord, on a tendance à se dire, bon, c'est une opposition de style. Tant que ça Mmh, reste debout, Fiziev a un gros avantage. Si Gamrot arrive à amener ça au sol, c'est lui qui a un large avantage. Donc la question, c'est plutôt comment est-ce que Gamrot réussit à casser cette distance et à taper ça au sol? Et comment est-ce que Fiziev met en place des éléments stratégiques pour s'assurer que il n'y ait pas de porte ouverte sur la lutte? Euh, je vais te poser une question pour commencer. Est-ce qu'en termes de pression, de gestion de l'espace dans la cage, tu as des recommandations pour l'un ou pour l'autre? Moi, j'ai tendance à dire que c'est dans l'intérêt de Fiziev d'essayer de mettre la pression sans vouloir la mettre à tout prix, mais de quand même essayer d'avoir ce centre le plus longtemps possible et de mettre Gamrot sur le reculoir. bah, je pense que les 2 doivent mettre la pression.
Les deux ont un intérêt à mettre de la pression dans ce combat-là. Je pense que c'est vraiment important pour, pour Gamrot, parce que je le vois difficilement, mais vraiment difficilement mettre au sol sur le reculoir, tu vois. Et celui pour moi qui sera le moins à risque à reculer, pour moi, c'est Fiziev. Mais Ouais, est-ce que je vais essayer d'expliquer ça. On l'a dit, Fiziev défend très bien à la cage. Et Gamrot, c'est pas son style, les amener au sol à la cage. Il est plus il du attaque mal style à la à cage. l'ouvert. Pardon? Je vais dire, s'il y en a un qui défend bien, moi je trouve que l'autre attaque mal dans ce cas-là, tu vois. Ok, mais dans tous les cas, C'est gentil de dire c'est pas son style, c'est ça. mais Ah, voilà. Mais dans tous les cas, si tu as un Fiziev qui est dos à la cage, par rapport à la lutte, c'est pas trop grave parce que si Gamrot shoot à ce moment-là, bah, il va directement se retrouver ouais. dos à la cage et voilà, Mm. c'est pas le style, c'est pas le style de Gamrot et Fiziev défend très bien à cet endroit-là. Alors que bah, si on est à l'ouvert, on va partir du principe que Gamrot a plus d'ouverture pour sa lutte, Mhm. ce qui signifie que c'est intéressant parce que d'un point de vue pied-point, c'est dans l'intérêt de Fiziev d'essayer de mettre Gamrot sur le reculoir et même sur le plan de shooter sur le reculoir, c'est moins quali pour Gamrot. Mais de l'autre côté, s'il est deux à la cage, c'est pas trop grave non plus parce qu'il a une défense plus facile de la lutte. Donc les deux choix sont bons pour lui. Alors que Gamrot, je crois qu'il sera bien plus en difficulté en étant sur son pied arrière que s'il arrive à avoir de Ah ouais. l'espace derrière lui et à essayer d'un peu pousser l'action. Et ça va être intéressant parce que tu as un peu ce tu as toujours un peu cette crainte des forces de l'adversaire en MMA qui te pousse peut-être à être attentiste. Donc si tu crains la lutte de ton adversaire, bah, tu as moins tendance à être proactif sur tes avancées pour pas exposer tes hanches et donc tu as plus tendance à être sur le reculoir. Au même titre que si tu crains le pied-point de ton adversaire, tu auras plus tendance à de temps en temps faire ton petit pas vers l'arrière. Donc ici, je pense qu'il y a aussi une partie mentale qui sera à considérer, c'est rentrer dans la cage en respectant évidemment les forces de l'adversaire, mais pas trop pour ne pas être en train de reculer à cause d'une crainte. Je suis entièrement d'accord là-dessus, sur de ne pas respecter, de ne pas trop respecter les forces de chacun. Je pense qu'effectivement, ça pourrait être, ça pourrait jouer sur le mental, quoi. Celui qui va être le plus méfiant risque de reculer et d'être dans, entre guillemets, dans son désavantage. Et pour moi, celui qui aura le moins de désavantage des deux à reculer, ça restera Fiziev, comme tu l'as dit. Sachant que, bah, bien évidemment, je pense que Fiziev qui avance, il aura un avantage en striking, mais il ne sera que à 180 degrés dos à la cage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois S'il est exactement. attaqué. Ouais. Ouais. Donc s'il est attaqué, on l'a vu avec Jalen Turner, imaginons qu'il soit attaqué et mis au sol, il aura juste à se tourner de 180 degrés pour être à 1 ou 2 mètres de la cage et reculer comme on a pu voir avec Jalen Turner se mettre dos à la cage. Tu vois. Ça faisait un peu tarentule, comme son surnom l'indique d'ailleurs à C'est Jalin vrai. Turner. Mm, mm, mm. C'est son Mais surnom, hein, je suis pas fou, hein, la tarentule, avec ses peut-être. longs membres. Ouais, Le faux lightweight qui ressemble plus à un middleweight. C'est un truc de fou son ouais, hein. gabarit, ce gars-là. Bah, il a Euh, sa dernière pesée qui a été compliquée, hein. Ouais, bah c'est pas surprenant du tout. Mm, mm, Et du coup, respect à Gamrot d'aller quand même, enfin respect à tous ceux en fait qui arrivent à tenir tête malgré la différence de gabarit contre Jalin Turner. mm. Ouais. Euh, donc ça, c'est sur l'espace dans la cage. Ça c'était ma première question. Et alors ma deuxième question, parce que tu l'as abordé en début de podcast, 3 rounds versus 5 rounds. On a déjà vu un Fiziev ralentir dans le troisième round. On a vu un Fiziev qui était très très bien dans le combat contre RDA et qui finalement a un quatrième round difficile, même si bon bah il va placer son KO dans le cinquième round. Donc là aujourd'hui on peut dire sa puissance de frappe se traduit jusqu'au cinquième round, donc il Mhm. reste dangereux en termes de KO jusqu'à la fin d'un combat. Euh, Est-ce que pour Gamrot, il faut aborder le combat de manière, je vais pas dire prudente, je vais dire patiente? Est-ce que c'est dans son intérêt d'essayer de, comme il l'a fait contre Jalin Turner, en fait, tu vois, venir maximiser le temps de phase en grappling, quitte à ce que ce soit pas au sol, ça peut être en lutte à la cage,
prendre des minutes là, dans l'espoir que ça fatigue un peu Ouais. Fiziev pour imposer son jeu plus tard dans le combat et avoir peut-être cette stratégie de OK, si ça va à la décision, j'aimerais prendre le 3-4-5. C'est très risqué, mais est-ce que cette optique de combat est intéressante ou peut-être, comme toi tu aimes bien dire, essayer de prendre le premier, quoi qu'il arrive, Mmh. avec du contrôle et alors prendre 2 des 3 derniers. Ouais, ce serait plus cette dynamique, je pense, serait intéressante, tu vois? En gros, pour moi, le 1 reste très dangereux pour Gamrot parce que Fiziev, je pense, a d'excellents kicks, qu'il sera bien supérieur en striking. Je ne pense pas que Gamrot, dans son club en Pologne ou à l'ITT, puisqu'il va avec ses partenaires d'entraînement, ait en face des strikers, du niveau de Fiziev, tu vois? Donc je pense que ce premier round, il doit ne pas laisser la possibilité à Fiziev de s'exprimer. Et donc je pense que oui, c'est plutôt une bonne option d'aller chercher un peu le contrôle, d'aller chercher à bloquer, même si c'est à la cage, de fatiguer, de pas laisser d'espace, de mettre beaucoup de pression, d'être toujours sur ses côtes. Ça pourrait être, pour moi, ça pourrait être la solution. Après voilà, hein, ça fait 3 mois qu'il se prépare, donc je pense que ça pourrait être dans sa préparation d'avoir vraiment travaillé à aller dans la durée, d'avoir le 2 et 3 qui soit peut-être un peu plus, où il va plus se conserver, mais il y aura moins de puissance du côté de Fiziev et remettre au sol 4-5, ouais. Je sais pas, je Mmh. pense que ça pourrait être une option, hein, je pense que ça pourrait être une option. Ouais, c'est quelque chose auquel j'avais pensé hier, Mmh. parce que le seul truc, c'est que Fiziev, il me semble tellement physique et tellement puissant. Je peux aussi voir un premier round où Gamrot essaye d'avoir des phases de grappling, enfin de grappling ou de corps à corps debout, Mmh. et un Fiziev qui est capable vraiment d'empêcher ça, de réellement dire nope, 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 tu te rapproches pas de moi et on reste à distance de pied-point. Et puis moi, j'ai marqué mes frappes bien, bien puissantes. Et donc, il faut peut-être avoir ce plan B, justement, de dire, OK, les 2 premiers vont être compliqués. Il faut absolument que j'engrange à partir du troisième, ou même que je tente le tout pour le tout à le surprendre avec mon pied-point. Mais comme je l'ai dit, statistiquement, Gamrot, il y a au moins enfin, il n'y a pas au moins, il y a une tentative par minute, hein, Mmh. statistiquement. Et donc, je pense qu'il va rester sur ça parce que ça reste la force de son jeu, c'est d'être capable de, de trouver des opportunités une fois par minute pour euh, initier une phase de lutte. Mais alors sur ce que tu dis, c'est intéressant, hein, sur le fait que Viziev puisse bloquer. On a deux petits éléments qu'on peut prendre en compte. C'est la première, c'est la différence physiologique des deux combattants. Je pense que Fiziev a vraiment une fibre assez explosive et donc il peut fatiguer, même s'il recharge, tu vois, en ATP et qu'il est capable de connecter en fin de combat. Et de l'autre côté, je pense que Gamrot, lui, il a une fibre beaucoup plus lente. On le voit physiquement qu'il est beaucoup plus souple et qu'il est capable d'aller dans la durée. Et sur ce premier round, c'est fort possible que Gamrot ait un vrai intérêt à travailler en recherche d'obtenir son avantage énergétique, tu vois, d'avoir ce déficit entre les deux. J'en parlais hier en cours, je disais que toutes les positions, toutes les soumissions, toutes les techniques ne sont pas là pour la finalité de gagner le combat. Parfois, elles peuvent être là pour créer l'écart énergétique entre soi et son adversaire. Et donc, quand on est conscient de ça, c'est pas du tout la même méthode de combattre. Dans une, on va être un petit peu égoïstement à vouloir absolument la position, quitte à balancer un pourcentage très important d'énergie et laisser la moitié d'un poumon. Et de l'autre côté, positionner, déplacer, positionner et voir l'autre galérer, chercher absolument à se relever et tout. Et quand on voit ça, il faut l'exploiter, tu vois. Il faut pousser, Ouais. pousser, pousser à ce que l'autre, euh, qu'on lui laisse un petit peu à manger pour qu'il continue sa dépense énergétique. Donc ça pourrait, euh, ça pourrait se produire, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup cette vision d'exploiter certains stratagèmes, mais
pour l'objectif qui est pas spécialement celui visé habituellement. Donc, par exemple, Mmh. lutter, tu as tendance à dire, bah, si tu vas lutter, c'est pour mettre au sol, pour prendre tes positions, pour frapper, pour Mmh. chercher une soumission. Et en fait, tu peux très bien utiliser ta lutte pour fatiguer ton adversaire, tout simplement. Ouais. Et la façon dont tu l'abordes, si ton adversaire ne s'en rend pas compte, c'est surtout ça, parce que Mmh. si ton adversaire s'en rend compte, bah, il va aussi être dans l'économie d'énergie en disant, il faut pas que ça crée un déficit Mmh. d'énergie par rapport à lui. Par contre, s'il s'en rend pas compte, il va être là, oh, il faut absolument que je défende, il va vouloir me soumettre, il va vouloir prendre une position, Mmh. et c'est lui qui va dépenser plus d'énergie. Et sur un combat en 5 rounds, tu as beaucoup plus cette opportunité d'avoir cette vision, je vais lutter pour le fatiguer, plus qu'autre chose. Et j'aime bien la façon dont tu l'as expliqué hier à tes élèves. Ouais, et puis les grappleurs, faut pas l'oublier, ça reste quand même dans les stratégies en grappling, hein. Tu vois, Mm. d'aller chercher un neon de belly pour fatiguer, d'appuyer sur le crossface, d'aller appuyer au niveau du poumon. Il y en a qui viennent mettre la main sur la bouche. Bon là, c'est un peu grillé, mais il y a des techniques comme ça qui sont là pour user, fatiguer au corps à corps. Et si vous débutez, vous avez souvent des anciens qui font des petites techniques comme ça, hein. et qui savent comment faire aussi pour s'économiser. Donc, mais ça Le- fait partie du jeu qu'on retrouve chez les grappleurs, donc on pourrait avoir un Gamrot qui exploite ça, tu vois. je reconnais ton sourire parce que quand tu as dit les anciens, en fait, tu parlais en jeu. C'est toi qui Les faisais anciens, sourire les petits nouveaux. Non, non, les anciens, c'est toi, tu vois. ouais, Je te vois ouais. bien faire ça à l'entraînement contre, Ah, j'aime bien. contre les petits nouveaux. J'aime bien. Petit sadique, va. Non, pas contre les petits nouveaux, contre tout le monde. Contre Non, tout non. le monde, ça fait partie du jeu, tu vois. Ça fait partie du jeu, de la stratégie de prendre de l'énergie et toute l'énergie vitale, quoi. Et puis chercher la finalisation quand il n'y a plus de résistance, tu vois. Mais on Bien, l'a bien, aussi bien en sûr, boxe anglaise, c'est. hein. Mhm. Faites des rounds avec un pro en boxe anglaise, vous allez voir, vous allez donner 3 rounds et puis après il va vous tabasser. Bah, McGregor, Mayweather, quoi, meilleur Ouais, exemple, comme débutant meilleur contre. exemple, ouais. Euh, Exactement. Ok, ça a été un peu déstructuré par rapport à d'habitude sur le game plan où je t'ai plus lancé sur des questions. Donc là, je vais plutôt te lancer sur la classique. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés sur les 10 dernières minutes que tu avais notés et que tu aimerais, sur lesquels tu aimerais insister ici, de part ou d'autre? Pour Gamrot, hein, parce que on a fait... Pour l'un ou l'autre, en fait, hein, parce que là, on a un peu fait les deux côtés Ouais, dans notre discussion. Mais voilà, est-ce qu'il y a des points chez l'un ou chez l'autre qu'on n'a pas discuté? là, je pense qu'on a vu un petit peu l'aspect général. Je pense que Mhm. concernant Fiziev sur un game plan, comme on l'a dit, ça va être la pression, ça va être les combinaisons, ce qu'il est capable de faire de mieux. Je pense que là, pendant ces 2-3 mois de préparation, il a bien travaillé sa défense de lutte. Je le vois défendre en sortant ses jambes vers le haut, comme le font les lutteurs de Muay Thai. Donc je pense qu'il aura très facile, hein, à défendre les low single leg de Gamrot. Je vois difficilement Gamrot les obtenir parce que comme il est haut sur ses appuis, qu'il a une base de Muay Thai, donc il est quand même très stable, il faut pas s'en cacher, que sur les saisies de middle en Muay Thai, on a quand même, enfin voilà, ils ont un travail de hanche et de sortie vers le haut du pied qui est maîtrisé, donc je vois difficilement. Donc je pense que Fiziev, lui, il doit avoir en conscience et en considération que ça va être un combat qui devrait aller à la limite. Mm. Je pense qu'il doit absolument pas arriver en se disant je vais le mettre KO dans le premier, le deuxième ou le troisième. Je pense qu'il doit vraiment avoir ça en tête. Et donc, ce qui va être important pour lui, ça va être de gérer son énergie. Gérer son Mm. énergie, de prendre des moments vraiment impactants, de ne pas avoir peur de lutter. Si c'est mis au sol, d'aller à la cage, de pouvoir se relever depuis la cage, de pousser Gamrot à aller chercher le body lock, parce que son body lock, je trouve pas qu'il a un gros de bons résultats en body lock. La plupart du temps, ceux qui se retrouvent dos à la cage sortent de la position avec Gamrot. Donc non, effectivement, je vois un peu plus d'ouverture et de chemin de victoire pour Fiziev, tu vois. Mm. Ouais, j'ai pas de point à rajouter. Je pense que peut-être que Gamrot pourrait trouver une méthode pour Mmh. pousser Fiziev à lui tourner le dos dans certaines séquences et avoir travaillé à partir de là, mais je pense quand même que le dos de Fiziev est très très compliqué à prendre. Ceci étant dit, encore une fois, t'es pas obligé de provoquer ton adversaire à se tourner par rapport à toi
juste pour prendre le dos. Tu peux juste prendre des minutes avec un contrôle de dos, ce qui sera de manière active toujours bien perçu par les juges aussi. Encore une fois, il y a l'objectif final et puis il y a des sous-objectifs qui peuvent être intéressants. Voilà, si tu arrives à avoir un body lock avec ton adversaire qui te tourne le dos et quelques frappes ou quoi pendant 1 minute dans un round, Mmh. ça peut peser lourd dans une balance, dans un combat assez compétitif. Et alors, je te rejoins amplement. Je pense que Fiziev, à chaque opportunité qu'il a, il doit vraiment bien marquer ses points. On Mmh. l'a vu pour plusieurs combattants face à Gamrot. Ils vont perdre les phases de lutte, mais par contre, debout, il y a des grosses ouvertures à trouver chez Mmh. Gamrot. Je pense vraiment que les middle kicks de Fiziev peuvent vraiment faire très très mal, être très impactants. Certaines combinaisons peuvent bien fonctionner. Et puis, il y a ce qu'on va dire, je pense, à chaque podcast maintenant depuis que Aldric nous a trouvé l'expression, mais envoyer des signaux dans le tunnel du lutteur face à Gamrot, je Mmh. pense que ça peut être intéressant. Et Fiziev en a ces genoux plongeants comme ça, tu vois, il est Mmh. à distance de pied-point, il va chercher le genou au corps à distance, ils sont très très percutants. Mmh. C'est comme ça qu'il met Rafael dos Anjos au tapis, hein. Il envoie un genou au corps et puis il suit sur une combinaison de 2 coups en anglaise, ça fonctionne très bien. Mmh. Hier, j'ai vu l'inverse, j'ai vu un sparring de Sanchez qui envoie un overhand pour aller placer son genou. C'était super beau, donc ça peut être fait dans les deux sens. Voilà, les middle kicks, et puis comme tu dis, être bien haut sur ses appuis, bien prêt à réagir, prêt à bloquer, à utiliser du Mmh. physique au moment où c'est important. Euh, voilà, je pense que stratégiquement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement les deux ont un style qui, par défaut, euh, est bien par rapport à leur adversaire, et ça va Mmh. donner une bonne dynamique de combat parce que les deux doivent pas aller chercher en disant ah, je dois améliorer cette faiblesse pour pouvoir être plus fort dans la faiblesse de mon adversaire. C'est Mmh. je dois maximiser ma force pour m'imposer sur mon adversaire, et c'est comme ça des deux côtés. Et donc c'est ça qui va nous C'est donner un beau exactement combat. ça. Ouais, c'est chouette les combats comme ça. J'ai très hâte. Sur, sur Fiziev, je pense qu'il y a quand même des petites choses à faire techniquement sur on a parlé, hein, qu'il changeait de garde souvent pour préparer des combinaisons en fonction Mhm. de l'angle d'attaque. Euh, Là, tu parlais du tunnel du lutteur. Je pense il y a possibilité un petit peu de prévoir les entrées Mhm. de l'un et de l'autre, entre guillemets, en fonction de leur position. Ouais, je pense que Fiziev pourrait vraiment l'exploiter. Donc si on a un Gamrod qui arrive en garde, en garde fermée, euh, on peut s'attendre à ce qu'il envoie un bras arrière pour un double leg. S'il est en garde ouverte, on peut s'attendre à ce qu'il envoie euh, un Un jab jab pour la low single. ouais, ce genre de choses. Et ça peut être autant d'indicateur intéressant dans la préparation. Et, Mhm. et de l'autre côté, je pense que Gamrot devra se préparer dans ce type d'ouverture au niveau des kicks, savoir un peu d'où vont arriver les kicks. Donc Mhm. si Viev se place en garde ouverte, il y a de fortes chances qu'il envoie le trio de jambes arrière, tu vois. Mais sachant aussi que on a vu Gambron se prendre des middle en garde fermée, donc je pense qu'il Ouais, en fera, il non. s'en foutra, quoi. Je pense aussi. Je pense aussi. Et je pense que les kicks ici de Fiziev vont être une grosse partie de ce Ouais. combat. Et vu le temps de préparation de Gamrot, j'espère qu'il a fait un focus là-dessus, sur comment soit désengager sur des bons timings, soit Ouais. exploiter le fait d'encaisser un middle, par exemple. Je pense que c'est important pour lui d'avoir bossé là-dessus sur le point de vue Mmh. technique. Parce que comme on le dit tout le temps, là, on a beaucoup parlé de l'approche stratégique de part et d'autre, et sur le plan technique, il y a aussi des petits éléments à prendre en considération dans les préparations. Je pense qu'il devra Tu... surtout absorber, moi, tu vois, sur les kicks. Se Désengager, ça va être déplacer, ouais, en fait, s'il est là, tu vois, et que le kick arrive, c'est juste absorber mm, légèrement et peut-être attaquer après, tu vois. ouais. Désengagé, ça veut dire qu'il va devoir reculer. Euh, Contrer, je pense que ça va être difficile de pouvoir contrer en simultané sur la puissance de kick que c'est, tu vois. On l'a Ouais, vu la quand même, puissance et la vitesse, il ouais, faut un on l'a sacré vu timing. bien reculer. Et on aurait pu dire, ouais, se déplacer en cercle autour, mais vu les retournées de Fiziev, moi je m'y aventurerais pas non plus, tu vois.
C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est un élément important de manière générale. Quand tu fais face à quelqu'un qui a des bonnes attaques en retournée, donc des spinning back fist, spinning Mmh. wheel kick, etc., etc., Tu peux pas aller dans euh, l'angle mort. c'est ça. Se déplacer de son côté fermé, il faut toujours être attentif en fait. Tu as des armes qui peuvent Mmh. venir de partout. Euh, Ouais. Est-ce qu'il est temps de passer aux pronos préférences on va pas parler des mises aujourd'hui, puisqu'on va faire Ouais, un ouais, ouais. épisode sur la carte principale euh, globale. Donc, on va Mmh. juste rappeler, merci à Unibet pour le support dans ce podcast. On va parler, par contre, des pronostics et des préférences. J'ai l'impression qu'on risque d'être sur la même chose là. J'ai l'impression qu'on est tous les deux sur un Fiziev à la décision. Ouais. Ouais, j'ai mis décision Fiziev, ouais. Ouais. Bon, Mmh. voilà. Est-ce que tu as une préférence? On va plutôt partir là-dessus du coup. Qu'est-ce que je... En fait, je crois que je me rends compte que souvent mes préférences, c'est quand il y a le plus d'adaptations mises en place par un combattant. On en a déjà Hmm. parlé, tu vois. Donc pour Ouais. moi, sur ce combat-là, celui qui aura le plus d'adaptations à faire, c'est Gamrot. Et tu vois, ça sera vraiment le kiff de le voir trouver les solutions, mettre au sol, contrôler, changer un petit peu son jeu, tu vois, avoir bien préparé. Ça serait pour moi le kiff, quoi. Mais de la même Hmm. manière, voir un Fiziev qui arrive et qui voit l'ouverture parce qu'il a bien étudié Gamrot et qu'il le met KO sur un genou, par exemple, ou, euh, ou sur une combinaison, ça serait le kiff aussi. Donc, en soi, enfin voilà, si je suis sur le côté fan et style, j'aime beaucoup je préfère le style de Fiziev, on va dire. J'aimerais continuer à le voir monter. C'est des belles Hmm. guerres. Sur le plan sportif, c'est vraiment celui qui mettra les meilleures adaptations. Et je préfère aborder le combat de cette manière-là, tu vois, que d'avoir un. Je sais que des fois, enfin, je veux vraiment supporter celui qui aura le mieux travaillé, tu vois. Hmm. Ouais, un truc qu'on n'a pas parlé, parce que je viens de penser à ça, mais c'est vrai que Fiziev, dans sa dernière défaite là, contre Justin Gaethje, ce qui l'a bien ennuyé, c'est les jabs. Ça paraît bête, mais Gamrot a amélioré son jab, je trouve, depuis le C'est début, vrai. donc ça peut être aussi intéressant de voir. Et Gamrot a peut-être ça aussi, il doit se dire dans sa préparation, ok, il y a des chances que j'ai du mal à l'amener au sol, il Mhm. faut donc que j'ai quand même des armes pour l'ennuyer debout. Et je pense que le jab face à quelqu'un comme Fiziev, quand tu es un moins bon striker que lui, ça peut être intéressant parce que c'est un peu ton arme Mhm. la plus safe si tu l'envoies bien. Donc ça peut être intéressant parce que là tu parlais de celui qui fait les meilleurs ajustements et clairement c'est peut-être Gamrot qui a besoin d'en faire le plus dans ce Mhm. combat-ci. Mhm. Mhm. Donc si on le voit gagner, c'est qu'il a fait des belles adaptations et donc c'est beau en soi. Mais par contre, je te rejoins, j'aime beaucoup les deux combattants, même s'il y en a un des deux qui m'a roté à la gueule au KSW. Voilà, je le pardonne. J'ai une légère préférence sur Fiziev par rapport à la physionomie du top de la division. Il y a Mhm. plus de combats dans le haut de la division qui m'intéressent pour Fiziev que pour Gamrot. Moi, ce qui m'ennuie un peu dans ce combat, c'est que cette division de lightweight, on la considère toujours de cette manière-ci. Il y a les vieux loups qui sont toujours dans le top, et puis il y a Mhm. le 109 qui a du mal à arriver. Et en fait, les deux, Gamrot, euh, il s'est fait stopper enfin stopper, il a perdu à la décision, mais il s'est fait stopper dans son ascension par un vieux loup en Dariush. Et Fiziev, il s'est fait stopper dans son ascension à la décision de nouveau contre Justin Gaethje. Et donc ces deux profils-là, on a déjà vu ce que ça donnait euh, contre le top 5 et des vétérans de la division, Mhm. et ils se sont fait arrêter. Donc encore une fois, celui qui va gagner ici, j'ai besoin de voir une grosse nouveauté dans son jeu et dans son style pour me dire, ok, cette défaite lui a fait du bien et ça va lui permettre de refaire son petit chemin vers le top de la division. Et encore une fois, Raphaël Fiziev, lui, il sort juste de sa défaite. Donc j'espère Mhm. vraiment voir un renouveau. Et Mateusz Gamrot, en sortant de sa défaite, il a eu son combat contre Jalen Turner qui n'était pas extraordinaire, mais on doit le nuancer avec le Ouais, message sur ouais. Instagram que j'ai reçu. Donc c'est une opportunité pour lui de montrer que il va pas se refaire arrêter par un vétéran après, parce que celui qui gagne, bah, il doit prendre un vétéran, en fait. C'est au-dessus d'eux, il y a Islam Makhachev, il y a Oliveira, il y a Gaethje, il y a Poirier, il y a Dariush, il y a Michael Chandler. Voilà. Donc il faudra prendre un de ces noms-là après, et ces deux fils. McGregor bientôt. Qui? Ouais. Euh, ouais, bah oui, je pense, hein, oui, je suis d'accord. Gamrot, j'aimerais quand même bien le revoir, je t'avoue, contre Tsarukyan, hein.
Ça, c'est un combat que j'aimerais revoir aussi. Ça, c'est un combat que j'aimerais fort Et revoir. donc bon, après, tu vois, c'est pour que qui gagne ou qui perde, je pense que c'est un combat qui peut s'organiser, tu vois. Ouais. Donc effectivement, on va dire que sur l'avenir de la catégorie, une victoire de Fiziev semble un peu plus intéressante et on n'y perd pas au change, tu vois. Mhm. Mais comme tu l'as dit, je pense que Fiziev va devoir prouver qu'il a avancé, qu'il a évolué s'il veut aller se taper contre le top 5 et peut-être combattre pour une ceinture à un moment donné. Mais et de l'autre côté, Gamrot aussi, hein. Pour moi, Gamrot, là, Mm. actuellement, ce qu'il a proposé, sans prendre en compte Jane Turner, pour moi, il a encore des limites qu'il est capable de dépasser. Mm. Et donc, bah ouais, d'office, moi, je vais attendre beaucoup de ce combat-là. Si effectivement, tu vois, il trouve des solutions, tu parlais du jab, ou peut-être des choses qu'on n'a pas vues, hein, parce que il y a ça aussi. Nous, on est là, on analyse, mais eux, c'est un combat qu'ils analysent pendant 2-3 mois. Donc, Mm. ils ont intérêt. Ça aussi qui est intéressant, quand ils nous surprennent, tu vois. Yes. On disent, oh purée, mais c'est ça la solution et tout. Bah, Mm. tu vois, par exemple, le message que j'ai reçu sur Instagram, et ça, c'est très bien d'en parler, tu vois, c'est le genre de truc que nous, on ne sait pas. Donc, quand tu analyses, tu es là en train de Ouais. faire tes hypothèses, on va dire, et Mm. au final, la physionomie du combat est pas du tout celle que tu as analysée, notamment parce que tu en as Mm. un des deux qui avait une mauvaise préparation, chose que tu ne pouvais pas savoir. Non, mais par contre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que même sans savoir ça, ça sous-entend que c'est des combattants qui peuvent aller combattre dans des conditions détériorées. Et C'est donc, vrai. ça peut, dans une analyse, tu peux te dire, voilà, il y a des fois où ça passe pas, quoi. Est-ce Mm. que c'est un bon Ah, jour? Est-ce que c'est un mauvais jour? Est-ce que, tiens, il est un peu malade, et ben, il va quand même faire le combat malgré que son cardio soit défaillant, tu vois? C'est tous mm. ces éléments-là qui font que un combattant qui est toujours au top, eh bien, ça veut dire qu'il a toujours fait en sorte d'être dans les meilleures conditions pour combattre. Ça joue aussi, hein, C'est dans les vrai. choix, hein. C'est vrai. Bon, alors ici, juste en termes de préparation stratégique, je pense qu'ils seront au top l'un comme l'autre parce que ça a été Bien sûr. prévu il y a longtemps. Et en Mm, plus de ça, ils s'étaient déjà cherchés. Enfin, ils avaient déjà eu ce call-out 2-3 mois avant l'annonce du combat. Donc je pense qu'ils avaient déjà cette optique de un jour, je vais le rencontrer. C'est probablement mon prochain combat. Je mm. pense qu'on a fait largement le Je tour pense sur aussi, ce ouais. combat. Merci pour tout, Brian, tout le monde. J'ai de nouveau, comme d'habitude, oublié pendant le podcast de vous inviter à liker cette vidéo, à commenter. Si vous l'avez vraiment kiffé, à la partager. Et puis les 50% qui regardent nos vidéos sans être abonnés, ça ne va pas ça les gars. On devrait presque être à 50 000 du coup. On doit presque être à 50 000 abonnés ici. On attend que ça. Bon les gars, merci. Brian, merci. Ouais, merci à toi, merci à tous. Ciao.